et à tous. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat si vous ne nous entendez pas, histoire qu'on ait fini avec s'il y a des petits problèmes de Zoom. Alors, bienvenue dans cette masterclass qui est donc dédiée au tabou et à la sexualité. Donc, ensemble, on est très heureuse d'accueillir Claire Alquier, qui est sexologue, et on va déconstruire donc ensemble toutes ces injonctions qu'on a à travers la société, ce qui est projeté sur nous et sur notre sexualité, les fausses idées qu'on peut avoir aussi, et à quel point ça peut nous affecter personnellement. Donc moi, je suis Anne-Cécile Descaillots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondatrice de Gapian. Et avec mon associée Marine, on a créé Gapian, qui est la première plateforme de bien-être intime et sexuel. Donc on s'est lancé toute fin 2020. Voilà, et on a d'excellents retours. Donc merci beaucoup à vous d'être ici et de participer à cette masterclass. Je vais vous demander, pour que ce soit un peu plus simple pour tout le monde, voilà, de garder donc votre caméra en off et vos micros en off aussi. N'hésitez pas à poser des petites questions dans le chat. On va échanger avec Claire. Voilà pour les détails techniques. Et je vais laisser maintenant Claire se présenter et on va commencer la masterclass. Eh ben, bonjour à tous, ça fait toujours bizarre de voir les petits carrés à tous et à toutes. On voit des petits carrés, mais on voit quand même des petits noms ou des pseudos en tout cas. Donc moi, je suis Claire Alquier, je suis sexologue et thérapeute de couple. Je travaille à Paris, mais avec le confinement, on a appris à travailler un peu différemment. Donc du coup, je travaille aussi beaucoup en visio avec des gens qui ne sont pas à Paris. Moi, je bosse essentiellement, en mixte, en institution et en cabinet. Donc, je travaille à l'hôpital, à la PHP, en service de maladies infectieuses, où j'accompagne en sexologie et en santé sexuelle pas mal de patients sur toutes les questions de PrEP, VIH, IST, prise de risque, consommation de produits dans la sexualité, toutes les questions qui peuvent être associées à ces problématiques-là. Et je travaille aussi en cabinet où je reçois des personnes seules et des couples pour des questions beaucoup plus variées sur aussi le désir, le plaisir, le non-plaisir, sur les relations de couple, ce qui peut être parfois problématique, sur ce qui peut advenir, des questions sur le corps, sur l'estime, sur le rapport à son propre corps, sur le rapport au corps de l'autre. Enfin, c'est extrêmement varié, extrêmement large. On parle aussi bien de parfois de petites questions qui nécessitent juste d'avoir des ressources et d'avoir un petit peu d'aiguillage pour aller creuser un petit peu plus loin, que de troubles et de problématiques. Donc voilà, les accompagnements après sont plus ou moins longs selon les patients et selon les problématiques qui sont exposées. Si c'est pas très clair ce que je raconte, pareil, n'hésitez pas à faire des petits messages qui demandent précision et à vous adresser aussi à nous pour que j'amène peut-être un peu plus de clarté à mes propos. Oui. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si tu penses que c'est assez complet? Moi, je pense que c'est très complet et moi, j'ai tout compris. Mais n'hésitez pas à demander des précisions. Claire fait enfin, est présente et active donc dans beaucoup de projets, beaucoup de choses. On va certainement évoquer donc tout ce que tu fais aussi à côté. Oui, Euh, c'est vrai. Tu animes Ouais, aussi un podcast, des groupes de parole. Donc voilà, on va revenir dessus. j'ai Et Claire complètement oublié cette partie-là. Et Claire est aussi sur Instagram, donc tu réponds aussi bien aux questions sur Insta. Tu as une belle présence sur Instagram, donc ceux qui ne la suivent pas sur Insta, allez la suivre parce que son compte est aussi très intéressant et très informatif. Mais on va tout de suite donc commencer avec le sujet de notre masterclass. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous rappeler du coup qu'est-ce que la sexologie, à quoi sert une ou un sexologue, pourquoi est-ce qu'on va consulter, voilà. Ouais, OK. Alors la sexologie, en gros, c'est l'étude de la sexualité humaine et de ses manifestations. Donc ça, c'est un petit peu les termes assez larges qui expliquent en fait que la sexologie, elle va venir étudier tous les aspects de la sexualité.
On parle du développement sexuel, aussi bien que des mécanismes dans les rapports érotiques, tout ce qui va être de l'ordre du comportement sexuel humain, mais aussi des relations affectives, en incluant en fait vraiment les aspects physiologiques, psychologiques, médicaux, sociaux, culturels. C'est vraiment une pratique très transverse qui va venir toucher à ce qui nous fait être humain en fait. Et c'est pour ça que dans la sexologie, il y a plusieurs courants, on va dire. Je pense qu'on peut déjà préciser ça, c'est qu'il y a des médecins sexologues, un petit peu à l'aune de ce que sont les psychiatres et les psychologues, pour vous faire un petit peu le parallèle. Nous, on a le même nom, on s'appelle aussi sexologue, qu'on soit médecin ou qu'on ne le soit pas. Mais effectivement, pour les médecins sexologues, il va y avoir une approche quand même plus médicale, parce qu'il y a parfois des problématiques autour de l'intime et de la sexualité qui nécessitent une prise en charge médicale, qui est associée avec des pathologies et qui donc va demander un suivi, un accompagnement, des prescriptions éventuellement, et de creuser vraiment tout l'aspect un petit peu pathologique. Et à côté de ça, on a les sexologues qui, comme moi, parce que je ne suis pas médecin, sont plutôt du versant de la psychologie, on va dire, qui font des thérapies court, moyen, long terme. Et nous, on va beaucoup plus travailler sur une prise en charge vraiment très globale. Non pas que les médecins ne le font pas, mais en tout cas plus inciter sur la prise en charge pardon, globale, psychophysio, culturelle, éducative, familiale, et travailler notamment sur comment est-ce qu'on apprend la sexualité, comment est-ce qu'on peut la désapprendre aussi parfois, et comment est-ce qu'on peut la réapprendre pour un peu plus coller avec quelque chose qui soit épanouissant, qui soit constructif et qui soit vraiment adapté à chaque personne. Ouais, c'est super que tu parles de ça. Tu me fais une très, très belle transition, parce que justement, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de déconstruire donc les tabous, et c'est vrai que surtout en France, l'éducation sexuelle, est très, très pauvre à l'école, et en fait, on n'apprend pas du tout à faire du sexe, alors que faire du sexe, ça s'apprend, et ça se comme tu le disais très bien, ça se déconstruit aussi, et très souvent, on est, en fait, le produit évidemment de nos antécédents familiaux, de la culture familiale dans laquelle on a grandi, notre culture personnelle aussi, mais aussi de notre culture sociétale. Et je voulais te poser cette première question, selon toi, quels sont en fait les vecteurs un peu les plus courants de désinformation sur la sexualité que tu rencontres donc en cabinet ou dans tes activités, tes cercles de parole ou tes animations de podcast? Tu veux dire les croyances les plus installées Ouais, et les plus fréquemment déconstruites, du coup, dont exactement. on entend beaucoup parler? Voilà. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, j'ai un grand investissement militant et associatif sur les questions de sexualité au sens large et sur les questions d'information, justement, sur cette sexualité. Et j'ai beaucoup, beaucoup animé deux groupes de parole, notamment, adressés à des femmes ou des personnes à vulve, mais pas que. Donc, j'ai vraiment beaucoup bossé sur la sexualité féminine. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la sexualité féminine, elle portait vraiment les stigmas d'une société qui avait mis beaucoup de vérités, un petit peu imposées, notamment celle dont vous avez entendu parler le fameux mythe de l'orgasme vaginal ou clitoridien. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et que j'entends encore beaucoup aujourd'hui, aussi bien dans les consultes que dans les réflexions générales ou dans les groupes ou ateliers. Voilà, cette croyance-là que déjà l'injonction à l'orgasme fait partie des croyances qu'on trimballe beaucoup. On est aujourd'hui dans une société où on parle un peu plus de sexualité, c'est vrai, mais pour autant, on ne nous l'apprend pas assez. Et on croit qu'il faut absolument jouir facilement, déjà que c'est facile, que c'est inné, que la jouissance, elle devrait être accessible à tout le monde. Alors oui, elle le devrait, mais sauf que ça s'apprend, et ça, on ne le dit pas assez. Et en plus, derrière ça, donc il y a vraiment cette forte croyance autour de une femme accomplie, ou en tout cas une personne à vulve accomplie qui a bien exploré sa sexualité. Elle est en capacité de jouir au niveau vaginal, et l'orgasme vaginal est plus puissant que l'orgasme clitoridien. Enfin, ça, c'est encore un truc qu'on entend beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est quelque chose avec lequel vous aussi, vous avez peut-être grandi. Mais ça revient énormément dans mes consultes et énormément dans les cercles de parole que je peux animer. Oui, c'est sûr, et je rebondis là-dessus
Enfin, pour te dire, moi, en tout cas, quand j'ai grandi, on savait même pas, enfin, on parlait d'orgasme vaginal et d'orgasme clitoridien, mais en fait, on savait même pas que notre clitoris ressemble aujourd'hui. Tout le monde, enfin tout le monde, je Oui, mets on a une idée un peu plus précise. une idée plus précise Ouais. à quoi ressemble le clitoris, mais rien que cette désinformation-là, en fait, elle est énorme. Moi, en discutant avec des personnes de la génération de mes parents, je me suis aperçue que même aujourd'hui, ils n'avaient aucune idée à quoi ressemblait un clitoris. Et donc, comment est-ce que, du coup, quelles seraient les clés selon toi pour, voilà, quand on est conscient un peu du manque d'éducation sexuelle qu'on a eu, qu'on se dit bah oui en fait bah, si le sexe s'apprend mais je commence par où? C'est un sujet qui est très très personnel. Quelles seraient les clés en fait pour commencer à explorer un peu le sujet seul ou avec son partenaire ou sa partenaire? Bah, déjà, effectivement, il y a quelque chose que tu viens de soulever qui est très important, c'est qu'on évolue chacun et chacune à son propre rythme et je crois qu'il faut pouvoir respecter ça. Qu'on n'a pas forcément les mêmes outils au départ déjà, parce que la culture, parce que parfois la religion, parce que l'éducation à la maison, parce que on l'a un peu évoqué, il peut y avoir eu un peu d'éducation à la sexualité, à la vie affective à l'école, mais on est tous globalement d'accord pour dire que c'est assez disparate en France. Il y a des endroits où il y a des gens formidables qui ont des initiatives super et qui ont l'occasion de le faire, et puis il y a d'autres endroits où ça n'est pas possible pour des raisons diverses. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas une égalité sur le territoire au niveau de l'accès à l'information déjà. Et en plus de ça, eh ben, on évolue tous et toutes différemment, donc on n'avance pas au même rythme. Donc je pense qu'il faut être très conscient de ce qu'on est et ne pas forcer et donc respecter son propre rythme tout en intégrant que oui, il peut y avoir des lectures qui peuvent nous apprendre pas mal de choses, il y a des sites internet qui sont hyper bien foutus pour les ados notamment, qui sont très chouettes. Il y a de plus en plus de podcasts. En fait, moi, je crois très fort à l'éducation générale et vraiment une éducation qui se fait à n'importe quel moment de la vie. C'est-à-dire que si on se dit, bon ben voilà, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ignore, que je suis quand même bloquée, que j'ai des freins, qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées, un peu tabous, un peu limitées, etc. Il n'empêche, 35, 40, 50 ans, peu importe, en fait, il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre sa sexualité. Sa sexualité, elle évolue. Donc ça, c'est un argument vraiment auquel on peut croire et se donner l'occasion d'aller explorer ça par la culture et l'éducation. Et la culture, ça va être la curiosité aussi, l'ouverture vers l'extérieur. Tout à l'heure, tu faisais mention un petit peu des comptes Instagram. Il y a tout un tas de comptes éducatifs qui sont super. Il y a plein de podcasts, il y a plein de lectures, il y a plein de bouquins. Enfin, voilà, pour moi, ça passe par ça. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, considérez que ça n'est pas problématique ni grave d'aller consulter un ou une sexologue parce que c'est un endroit où aussi, avec quelques séances, on n'est pas obligé d'avoir un problème en fait qui soit repéré comme tel pour aller consulter. Moi, j'ai vraiment des gens qui viennent me voir pour faire un point, pour me poser des questions, beaucoup de questions autour de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Moi, par rapport à mon corps, moi, par rapport à mon ou ma partenaire. Et ça, parfois, ça suffit. On remet d'aplomb deux, trois trucs, on guide un petit peu et on oriente vers justement quelques lectures ou quelques écoutes et ça suffit plutôt que d'attendre d'avoir peut-être construit une sexualité qui, au fur et à mesure des expériences, ne sera pas toujours heureuse, épanouissante et de s'être un petit peu enfermé dans quelque chose de déplaisant. Oui, tout Donc à voilà ce qu'on peut dire. On respecte le rythme et on s'ouvre vraiment à une curiosité, à une culture érotique et sexuelle large, propre oui. à chacun. C'est J'insiste très vraiment là-dessus. important, de le rappeler comme tu le fais, que c'est à n'importe quel âge, de la vie et aussi on évolue. Donc ce qui nous fait plaisir à 20 ans, va pas être la même chose, qu'à 30 ou à 40 ou à 50. Voilà, la sexualité très souvent, on a l'impression que c'est linéaire et décroissant alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça, c'est Heureusement. plutôt la bonne nouvelle. En effet, c'est plutôt la bonne nouvelle de se dire, en fait, rien n'est jamais perdu. Et c'est pour ça qu'on parle de sexualité positive aussi, c'est de se dire, bon, déjà, les zones de plaisir, elles s'apprennent, elles aussi. Donc,
Si ça n'a pas fonctionné jusque-là, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas les bons outils, mais les outils, ben, on peut les développer, vraiment. Et puis, effectivement, le corps, il bouge, les fantasmes, ils bougent, la manière d'appréhender sa propre sexualité et son propre plaisir, il évolue lui aussi. Et tout ça, en fait, ça donne lieu, plutôt qu'à des limites, ça donne lieu à une ouverture un peu plus grande et à vraiment la possibilité d'aller explorer d'autres horizons aussi, de travailler. Je refais un petit lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'idée très reçue de l'orgasme clitoridien vs l'orgasme vaginal. Derrière ça, par exemple, il y a du coup une espèce d'injonction nécessaire de la pénétration ou d'un rapport pénétrant, en tout cas dans un rapport hétéro homme-femme. Et aujourd'hui, on déconstruit aussi beaucoup cette sexualité pénétrative uniquement. Donc, vous voyez, il y a vraiment le champ des possibles, il est extrêmement large, il est extrêmement ouvert et je pense qu'il peut y avoir des solutions adaptées à chacun, à chacune. Il s'agit juste d'ouvrir un petit peu plus le spectre et de se dire, ben voilà, moi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien, comment je suis par rapport à mon corps, qu'est-ce qu'on me demande en face et est-ce que je suis d'accord en fait avec ça ou est-ce que je ne le suis pas, quoi. Ouais, la notion, bah, c'est important que tu abordes, cette notion de consentement, parce que donc c'est une notion qu'on voit, hein, depuis MeToo. C'est beaucoup plus présent dans les médias mais c'est vrai que parfois on a du mal, en fait, à imaginer comment est-ce que ça se passe, dans un couple ou dans un rapport, à plusieurs. Comment est-ce qu'on donne, en fait, cette notion de consentement et quels sont les c'est vrai que tu abordes un sujet qui est très important, c'est la communication et Ouais. être sûr qu'à chaque fois, c'est OK en fait entre les partenaires. Et toi, quelles sont tes recommandations bah, voilà, pour être juste pour faire un petit check ou Bah, justement, faire un petit check quand on est en situation de couple ou de plan cul, enfin peu importe finalement la relation et le terme qui est employé, mais le petit check avant, pendant et après, il est possible que la relation soit éphémère ou que ce soit un couple établi depuis longtemps, peu importe. C'est pas parce que c'est établi depuis longtemps qu'on ne doit pas demander de temps en temps si tout va bien, en fait, voire même régulièrement. Et ça a aussi une vraie vocation érotique, c'est-à-dire que en parlant de la sexualité qu'on a avec l'autre, déjà, c'est un petit peu le faire, moi, je trouve, l'amour, d'une certaine manière. Et c'est aussi, voilà, s'assurer qu'on parle un petit peu la même langue et ça permet de réajuster plutôt que de supporter des choses qui sont déplaisantes, plutôt que de faire des efforts et de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc oui, le petit bilan, alors on est évidemment l'idée c'est pas non plus de rentrer dans des cases, absolument tout, mais c'est important de considérer que c'est pas acquis, que ça évolue justement et que c'est plutôt chouette en fait de parler, avec l'autre de ce qui a été plaisant, de ce qui l'a pas été. Moi, il y a un outil que j'utilise pas mal par exemple avec les couples, que j'accompagne, que j'appelle un peu la cartographie érogène qui est une espèce de massage potentiellement mutuel. Alors, il y a plein de manières de le faire différentes. Ça peut être à tour de rôle, mais l'idée, c'est vraiment que l'un et l'autre puissent donner des traductions très claires et très simples aux partenaires en expliquant, ben voilà, cette zone-là, ça me fait ça, c'est agréable, de pouvoir aussi exprimer ses ressentis. Tout ça, ça permet de s'assurer du coup que l'autre est toujours consentant, pardon, et ça permet aussi de donner des outils à l'autre, des outils de son propre plaisir, et ça a de la valeur. Oui, complètement. Et je rebondis sur ce que tu es en train de dire parce qu'en effet, on en a parlé un petit peu, mais se connaître et savoir en fait ce qui nous fait plaisir, l'exploration personnelle, c'est aussi très important parce que très souvent, donc, on a cette idée sociétale que notre partenaire doit savoir nous faire plaisir, nous faire jouir, alors qu'en fait, bah, il y a autant de sexualité et de points de plaisir et de zones érogènes que d'individus. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de prendre le temps de s'explorer, de se masturber. Euh, et là, j'ai une question donc, qui m'a été envoyée en privé dans le chat et qui parle de différents types d'orgasmes. On dit donc cette personne me dit, on a quand même l'impression qu'il existe différents types d'orgasmes, bien que tous liés à la stimulation interne
ou externe du clitoris, pardon, l'orgasme peut être plus ou moins profond. Quel est votre avis donc sur le sujet, donc ton avis sur le sujet? Bah, bien sûr que enfin, tous les orgasmes potentiellement peuvent être différents. Effectivement, le point commun, si on parle d'une anatomie féminine, c'est que le clitoris, il entre en action, que la stimulation, elle soit externe ou interne. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris aujourd'hui. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet, moi, je vous invite à aller voir. Vous tapez sur Internet simplement échographie 3D du clitoris et vous voyez donc un clitoris en 3D avec une simulation de pénétration digitale, objet ou pénis, peu importe. Et vous voyez qu'en fait, tout le clitoris, il est en mouvement pendant la pénétration. Ce qui veut bien dire que quand on parle de pénétration, enfin de plaisir vaginal, c'est aussi du plaisir clitoridien dont on parle. Les deux sont associés. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les orgasmes, ils peuvent avoir une nature différente, ils peuvent avoir une intensité différente parce que dans le corps féminin, il y a des zones érogènes puissantes qui marchent. Donc, on a parlé du clitoris. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas très joli comme nom, mais qui porte bien son nom, qui s'appelle le fond vaginal, qui est une zone qui est aussi innervée et qui, du coup, pendant une pénétration, quelle qu'elle soit, peut amener du plaisir. Ça, c'est vrai aussi. Et après, l'intensité du plaisir et de l'orgasme va aussi dépendre de dans quel état d'excitation on est, peut-être à quel moment de son cycle, dans quel état général on se trouve. Est-ce que c'est une période où on est plutôt stressé, pas stressé? Est-ce qu'on a des pensées parasitantes pendant l'acte? Est-ce qu'on est avec un ou une partenaire avec qui on est en situation de confiance et de confort? Est-ce qu'on est dans un moment où on est peut-être un petit peu on a trop mangé, on a trop bu, tout ça, c'est des choses qui vont venir influer sur la nature quand même de l'orgasme et sur son intensité. Donc, moi, je crois plutôt que c'est un ensemble d'éléments du contexte qui font et de stimulation, bien évidemment. Il y a des gens qui vont énormément apprécier et ça va être très excitant d'avoir des petits mots susurrés à l'oreille ou des mots plus crus. Il y en a d'autres, ça va être une stimulation des mamelons qui va accentuer le plaisir. Donc, tout ça, vous voyez, ça fait partie du contexte physique, psychique, psychologique et tout ça, ça joue sur l'orgasme qui va peut-être arriver à un moment du rapport. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, parfaitement. Si je parle trop, je me lance C'est dans les… passionnant et puis j'aime beaucoup parce que du coup, ça évolue d'idée en idée. C'est bien, ça fait évoluer le dialogue. Donc, j'essaye de ne pas t'interrompre parce que je suis suspendue à tes lèvres. Et justement, je voulais te poser la question, comment est-ce que tu conseillerais en fait parce que c'est pas facile quand on est en couple ou quand on a un ou des partenaires réguliers, peut-être d'aborder en fait le sujet des désirs, peut-être de nouvelles pratiques aussi et de découvertes qu'on a envie d'expérimenter ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour aborder ces sujets-là et très souvent ne pas accueillir l'autre dans ses désirs sans jugement et voilà, et accepter Ouais, aussi ouais, on est tous différents et d'être dans un, enfin, voilà, d'être dans un processus d'écoute aussi. Je pense que c'est assez important. bien Euh, sûr. Bien sûr, c'est important et c'est vrai que ça m'arrive moi parfois d'avoir des personnes qui me disent ben voilà, mon ou ma partenaire m'a exprimé qu'il ou elle avait envie de faire ça, j'ai été un peu surpris, j'ai été un peu choquée. Ça peut aussi tout à fait interroger. Ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement l'accueillir parce que déjà, il peut y avoir quelque chose qu'on a un peu tous fait quand on est mal à l'aise. On peut avoir tendance des fois un petit peu à se moquer ou à réagir de manière un petit peu bah, je suis choquée, donc du coup, je rejette un petit peu le truc. Et quand on s'expose à ce point-là, parce que quand on parle de ses désirs, de ses fantasmes, de ce qu'on aurait envie de faire, c'est une manière quand même de mise à nu. On est très exposé, on met un peu à nu notre intimité et puis nos désirs aussi. Donc c'est vrai que c'est assez chouette si on peut être un peu bienveillant avec la parole qui va être offerte par l'autre. Et puis on peut aussi temporiser, hein, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on ne soit pas tous au même moment, au même niveau. On n'a pas tous et toutes les mêmes envies et c'est pas forcément grave. On peut aussi dire, ben voilà, en ce moment, moi je suis pas encore à l'aise avec ça, mais on peut se faire grandir et on peut grandir ensemble. Donc ça veut dire que sans essayer de convaincre à tout prix l'autre de faire ce qu'on a envie de faire,
on peut en discuter, on peut justement expliquer pourquoi on est attiré par ci ou par ça. Qu'est-ce qui attire? Est-ce que c'est la vue? À quel sens ça fait appel? Est-ce que ça fait appel aussi peut-être à des choses qui ont déjà été faites, donc sans forcément rentrer dans les détails des expériences passées, mais on peut quand même partager des plaisirs qu'on a pu avoir. On peut partager des articles qu'on a pu lire en disant, voilà, ça me rend curieuse ou ça me rend curieux. Euh, Ça me pose question, le tantra, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça ne te dirait pas d'essayer? Enfin, je crois qu'il faut pouvoir vraiment tranquilliser le fait que ce n'est pas une demande qui demande une réponse immédiate nécessairement. Ça peut être chouette d'expliquer à l'autre, mais du coup, ça implique d'être au clair avec soi-même aussi, parce que ce n'est pas le tout de dire moi j'ai très envie de faire ça. C'est peut-être bien de l'avoir un petit peu processé, le truc, de l'avoir un peu élaboré et d'avoir un peu essayé de comprendre pourquoi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qui m'attire là-dedans. Donc on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur l'apprentissage qu'on a de la sexualité, de sa propre sexualité, du coup de son propre désir aussi. Et plus on est au clair avec soi et avec ce qu'on aime, plus ça sera facile à transmettre à un ou une partenaire. Donc il y a vraiment cette nécessité d'apprentissage et de clarté, de transparence qui pour moi est un passeport privilégié et vraiment facilitant. Après, il y a l'emploi des mots qui peut être un petit peu perturbant, qui peut être, du coup, on peut aussi exprimer les choses par écrit. Enfin bref, il peut y avoir plein de manières de faire. On peut se faire passer un bouquin, on peut se faire passer un podcast. Servez-vous, enfin n'hésitez pas à vous servir d'autres biais que votre parole pour peut-être amener à discuter d'un sujet. Et parfois, plutôt que d'être trop frontal, si on sent qu'en face, on a un ou une partenaire qui est peut-être un peu plus frileux ou qui n'est pas encore prêt, eh ben, on peut juste amener déjà, faire exister le sujet de la sexualité et du plaisir, et en parler de manière générale. C'est aussi vous donner des clés de communication qui vous permettront d'aller avancer peut-être sur des terrains de jeu ensemble un peu plus tard. Eh ben, écoute, merci pour, tous ces petits conseils. On reviendra sur la question, des podcasts, des livres, parce que j'imagine que tu as 1000 recommandations à nous Ouais. donner. Mais je garde ça pour, la fin de la masterclass. Je voulais revenir sur un sujet avec toi, si tu le permets, parce que parfois, c'est vrai on peut soi-même rencontrer des difficultés dans sa sexualité ou alors avoir un partenaire ou une partenaire qui rencontre des difficultés et comment est-ce qu'on fait pour accompagner quand c'est le cas, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir vécu donc des traumatismes, bien sûr, d'autres sans avoir forcément vécu un trauma énorme, mais qui tout d'un coup en fait, ça peut aller évidemment d'une baisse de libido pardon, ou à ne plus du tout ou avoir des problèmes physiques. Je pense par exemple, donc comme on parle beaucoup de problèmes de personnes à vulve, je pense au vaginisme par exemple. Comment est-ce qu'on accompagne voilà, un partenaire dans ces problématiques-là? Quelle est la Bah, position à adopter? Bah déjà, je pense que faire exister le sujet, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la communication, pouvoir en parler, ne pas laisser l'autre se dépatouiller tout seul avec ce qu'on a identifié comme étant un trouble ou une problématique. Déjà, je pense que c'est faire un travail d'équipe, quoi. C'est montrer qu'aussi on est là, on accompagne, on est présent. Alors après, évidemment, le ou la partenaire ne peut pas se substituer à un travail thérapeutique ou médical si ça doit être accompagné. Donc, c'est bien aussi, peut-être que le partenaire, il peut suggérer d'aller se faire aider, d'aller chercher des renseignements auprès d'un professionnel. Moi, je crois fort en cette ressource-là, qui peut permettre justement, si elle est prise à temps assez tôt, de ne pas s'enfermer dans il y a un problème, du coup, le couple a un problème, et du coup, on s'enferme dans ce problème, et puis on finit par ne plus en parler, parce que c'est souvent ce qui arrive. Nous, on récupère souvent des personnes qui ont attendu longtemps. Alors, ce n'est pas de leur faute, hein, mais c'est vrai que parfois, les gens, ils arrivent avec des années et des années de galères et de questionnements parce qu'ils n'ont pas osé avant, parce que aller consulter un sexologue, c'est encore un peu tabou, parce que la démarche, elle n'est pas évidente, c'est sûr. Donc, peut-être que le partenaire peut aider aussi un petit peu à ça et pas prendre tout pour lui et contre lui non plus, parce que ça peut arriver aussi, justement, d'avoir des partenaires qui disent c'est parce que je m'y prends mal, c'est parce que ça ne se passe pas bien avec moi. Bon, donc, ça fait une double culpabilité qui est absolument contre-productive et qui ne nous aide pas et qui peut se déconstruire elle aussi.
Mais voilà, déjà, considérer qu'on fait un petit peu team, qu'on fait corps et qu'on fait équipe, qu'on peut se renseigner ensemble, qu'on peut lire ensemble justement sur le sujet, qu'on peut en parler. Et surtout, donc ça c'est pour le côté, on va dire, thérapeutique, accompagnement, mais il y a aussi un autre truc où les partenaires peuvent être vraiment très très présents, c'est que la sexualité, quand on rencontre une difficulté, donc là par exemple tu parles de dyspareunie ou de vaginisme, il y a plein d'autres choses dans la sexualité que la pratique qui est en l'occurrence la pénétration qui cause des douleurs. Donc moi je travaille beaucoup et je ne suis pas la seule à bosser comme ça sur le fait que le spectre sexuel et érotique il est extrêmement large et que du coup quand il y a quelque chose qui fait mal ou qui est compliqué, on va plutôt avoir tendance à dire bon ben là on va faire pause et on va pas pratiquer ce qui est difficile. En revanche, on va déjà essayer de repérer ce qui fonctionne dans le couple parce qu'il y a toujours des choses qui marchent. Et puis on va peut-être essayer de les valoriser, de les entretenir, de les stimuler, de les alimenter. Donc déjà c'est aussi se dire voilà la sexualité elle n'est pas foutue parce qu'il y a une problématique aussi importante et frustrante que la problématique soit. Donc, c'est important de se dire, ouais, il y a des trucs qui marchent, ben, on va continuer à les nourrir. On va peut-être apprendre à faire autrement. Et c'est là que viennent justement les questions de déconstruction des croyances. Tous les couples, toutes les femmes que j'accompagne, toutes les personnes adultes que j'accompagne pour des questions de dyspareunie, moi, je travaille que sur la sexualité du coup non pénétrative et sur la déconstruction de quand on est en couple hétéro, non, on n'est pas obligé d'avoir des rapports pénétrants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font plaisir? Est-ce qu'on connaît son anatomie? Comment on se caresse? Comment on est en sensualité aussi avec l'autre? On peut parler de slow sex, on peut parler de tantra, on peut parler de plaisir anal, on peut parler de plaisir des mamelons. Il y a plein d'autres manières de faire. Et du coup, de considérer qu'on ne fait pas une croix dessus. Le temps de travailler pour que ça puisse redevenir possible si tant est que la personne le veuille. Et parfois, on se rend compte que bah non, cette pénétration qui faisait mal, elle n'est pas indispensable et qu'on s'en passe très bien. Et parfois, on se rend compte qu'aussi, une fois qu'on a dédramatisé un petit peu ce sujet et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui étaient fonctionnelles et qui étaient super à explorer, et que le couple fonctionnait, et que la sexualité du couple marchait, eh ben, ça revient parce qu'on a pu travailler ben, les sources du problème, les traumas, le physique, si tant est que ça soit ça, et un petit peu trouver les réponses qu'on avait besoin de trouver. Parce qu'il n'y a pas il y a pas une réponse type. Il n'y a malheureusement pas une recette magique et une baguette magique qui fasse que, voilà, pour telle problématique, il faut faire ci et ça et ça. Ça ne marche pas comme ça. Et en même temps, Donc, heureusement, parce que sinon, la vie, ouais. c'est un peu morne. Voilà, donc il faut fouiller, quoi. Il faut fouiller, il faut chercher. Mais du coup, pendant qu'on fouille et pendant qu'on cherche, eh bien, on explore aussi ce qui fonctionne et on valorise ce qui marche parce qu'il y a toujours des choses qui marchent. Donc, il faut y croire aussi, croire en soi et bosser en équipe. Complètement d'accord. Du coup, ça me permet de rebondir sur une question qui a été envoyée dans le chat. On se demande aussi souvent, pour les relations longues, comment travailler sur le manque de désir sans se forcer. Donc là, on est Ouais. sur manque de désir, baisse de libido. Question qui revient beaucoup aussi, évidemment. Alors, je crois que déjà, c'est pas pour banaliser, hein, mais moi, je parle de dédramatiser. C'est-à-dire que dans la vie, je pense qu'il est tout à fait normal d'avoir des moments où on a moins de désir, voire pas du tout. C'est pas forcément problématique. En fait, là où ça devient problématique, donc c'est peut-être ça qu'il faut repérer, c'est si ça fait souffrir la personne ou le partenaire ou la partenaire. Enfin bref, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre dans l'équation de ce manque de désir ou pas? Déjà, une fois qu'on a répondu à cette question, parce que parfois, moi j'ai des gens qui me disent, bah, en fait non, ça me questionne juste parce que la société, elle nous dit qu'il faut avoir du désir, donc du coup, j'en ai pas, je me dis que je suis cassée et qu'il y a quelque chose qui marche plus et je cherche à comprendre. Mais au final, ça me parasite pas tant ma vie que ça. En ce moment, j'ai la tête à autre chose et c'est pas forcément grave. Donc, il y a vraiment ce truc de se foutre un peu la paix parfois sur la pression qu'on peut se mettre et considérer que oui, il y a des cycles. Le désir, c'est quelque chose qui circule. Et forcément, quand on est préoccupé, forcément, il y a voilà, le boulot, la famille, les liens sociaux, une parentalité, une maladie, enfin bref, plein de choses, tout ce qui va vraiment venir dans le quotidien peut perturber le désir. Donc, une fois qu'on a déjà posé la première question de est-ce qu'en ce moment c'est grave et puis est-ce que j'en souffre, on avance là-dessus. Et j'entends bien que pour les couples longs,
enfin, ma réponse à la question que tu viens de poser, même si j'ai fait un petit détour, c'est que ben, le désir, c'est pareil, c'est comme la sexualité, ça s'entretient, ça se travaille. Une fois qu'on a relâché un peu la pression sur le fait que ça ne pouvait pas être au top tout le temps et qu'on n'est pas des machines et que c'est pas grave, ben oui, le désir, il a besoin d'espace pour exister. Donc, si on est dans un contexte où il n'y a pas la place pour, parce que le quotidien, parce que le boulot, parce que les enfants, parce que tout un tas de trucs, et il y a toujours plein de trucs, et ben le désir, s'il n'a pas de place, il ne peut pas exister. Donc, il faut lui redonner une place. Et pour lui redonner une place, il lui faut de la place matérielle et du temps. Et aussi le nourrir. Et là, la boucle est bouclée avec lecture, écoute, enfin, ouvrir les écoutilles, ouvrir sa culture, parler de sexualité, parler de sensualité, prendre soin de son corps, essayer de s'aimer aussi un petit peu plus, continuer à s'explorer. Enfin voilà, tout ce qui fait que ça nourrit, quoi, et que ça fait exister cette petite passion, pulsion, flamme, libido. Ouais, j'adore ce que tu viens de dire et j'adore, cultiver donc son désir et que le désir a besoin d'espace et c'est vrai que, bah, je sais pas, quels sont tes retours sur les couples qui sont peut-être, confinés, enfin, pendant cette, dernière année, qui ont été confinés ensemble Ouais. et on voit beaucoup d'études sortir, on voit un peu tout et son contraire qui sortent, comme quoi, les couples, en fait, ça a rapproché les couples, heu et en fait, mais c'est quand même un paramètre très, très important. Et il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent un peu de cette situation parce que ne plus se manquer, et bah, du coup, a une répercussion directe, bien sûr, sur la vie de couple et sur la désirabilité de l'autre et de son partenaire. On a besoin de se manquer. Bien sûr, et puis bon, c'est vrai que la période actuelle, moi je parle depuis tout à l'heure, je parle de contexte. C'est évident que là, on a un énorme truc en commun tous, de ce contexte quand même extrêmement pesant depuis un an. Effectivement, les vécus sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont confinés en télétravail ensemble, il y en a d'autres qui sont pas ensemble, il y en a d'autres qui bossent. Enfin, c'est quand même extrêmement varié. Là aussi, je crois qu'il faut pouvoir se dire, bon, allons-y tranquille sur la pression qu'on se met parce que la situation n'est pas du tout évidente et que, par exemple, quand on est en insécurité professionnelle sur l'avenir, c'est compliqué d'être mobilisé et disponible pour créer et alimenter le désir. Mais tout est une question d'espace, encore une fois, et même dans un espace relativement petit, l'espace sonore, par exemple, peut être une manière de séparer les espaces ou de les recréer. L'espace visuel également. Je pense qu'il y a toujours des petites choses à créer et à bricoler avec les moyens du bord. Alors, bien sûr, on n'est pas tous dans les mêmes conditions, et ça, c'est évident que quand il y a les enfants en permanence, enfin, on est d'accord là-dessus, hein, mais c'est pour ça qu'il faut pouvoir se laisser un petit peu tranquille dans les moments où on se rend bien compte que ça ne peut pas exister, en gardant à l'idée que ça se cultive, que ça se développe, que ouais, on peut ne pas se manquer parce qu'on se voit tous les jours, mais on peut s'envoyer des missives, on peut justement se faire écouter des choses, on peut jouer avec d'autres sens et d'autres sensations, avec ce qu'on a justement sous la main dans le quotidien. Ouais, j'adore cette idée, surtout que c'est réenchanter son quotidien. On en a tous besoin, en ce moment et c'est vrai qu'en fait, bah, il y a plein de choses à faire, ça décuple aussi notre créativité, voilà, de se réécrire, je ne sais pas, des petits mots doux, Bah voilà, oui, plein de s'envoyer des messages, même si on est dans la même pièce. Moi, il y a des couples avec lesquels je bosse, enfin, je bosse beaucoup sur l'écrit pour le coup. Ils ont un petit carnet de correspondance en fait, et ça fonctionne. Donc, après, à chacun de trouver son petit truc à lui, mais du coup, on en discute et on se dit tous les deux, ah ben ouais, tiens, ça c'est une bonne idée, ça alimente quelque chose, ça rajoute aussi peut-être un petit peu de jeu et de ludique et de légèreté. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand je parlais de dédramatiser, c'est aussi un petit peu le pendant de ça. Remettre un peu de légèreté, autant que faire se peut, encore une fois, dans un contexte qui n'est pas évident, bah, c'est vachement important. Et il y a un dernier élément peut-être qu'on peut ajouter, justement pour cette histoire de désir pour les couples longue durée ou courte durée d'ailleurs, c'est que si on est bien avec soi, c'est beaucoup plus facile d'être bien avec l'autre. Donc en fait, il y a aussi vraiment cette nécessité, et a fortiori dans cette période compliquée, de prendre du temps pour soi, de pouvoir s'occuper de soi, même si l'espace est réduit, même si les marges de manœuvre sont réduites, et voilà, d'avoir des espaces vraiment individuels qui permettent du coup de recréer un espace pour deux et de la place pour deux.
Magnifique, magnifique pensée. Je vois que le temps tourne, donc Ouais. on va peut-être passer aux questions, mais avant de passer aux questions, est-ce que tu nous as parlé de pas mal de podcasts, je sais que tu en animes un, je sais que tu as des lectures fascinantes aussi. Alors, est-ce que tu peux nous faire un top 3 ou voilà, quelques recommandations pour stimuler notre Ouais. intellectuel et puis aussi, évidemment, notre désir, voilà, carte blanche. Ok, alors, bon, effectivement, en termes de podcast, je vous invite à aller écouter ce que je fais avec mes comparses de l'association qu'on a montée qui s'appelle Le Vestibule. Le Vestibule, donc pour la petite histoire, c'est une petite partie de l'oreille et c'est aussi une petite partie enfin, c'est l'entrée du vagin. Et quand on a monté cet assaut, nous, on voulait faire justement des podcasts destinés aux questions de sexualité, de féminisme et de genre. Donc, c'est très ouvert. On traite, il y a plein de formats différents dans ces podcasts-là. Donc, je ne peux que vous inviter aller les écouter. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le dernier en date de Binge qui s'appelle Le cœur sur la table par Victoire Tuaillon, qui est vachement chouette justement sur cette idée de qu'est-ce que la société nous raconte, de qu'est-ce que c'est être amoureux, qu'est-ce que c'est être en couple, à quel point justement on se met des pressions, à quel point parfois on est construit sur un modèle qui n'est peut-être pas le nôtre et qu'il s'agit juste de repérer, comme ça on peut, clac, le décaler, le mettre de côté et peut-être choisir notre propre modèle ensuite à nous. Donc le cœur sur la table, moi je trouve que c'est un très chouette podcast qui, pareil, qui ouvre un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir si vous cherchez des podcasts un peu sur les questions de sexualité? Moi, j'aime beaucoup quand les gens témoignent, les gens, vous, moi, nous, témoignent un petit peu de leur parcours. Donc, il y a Première et dernière fois sur Slate qui est sympa, qui peut vous donner des petites idées. Il y a Entre nos lèvres qui peut être pas mal à écouter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pourrais vous faire une autre petite sélection plus poussée. Pardon, ça va durer, ça peut durer 1000 ans, mon top 3. Ouais. Euh, Ça, c'est pareil. N'hésitez pas, bah, si vous êtes sur Instagram, à aller voir moi, ce que je republie et ce que je reposte aussi. Ça peut vous inspirer. Ensuite, en bouquin, il y a quand même des trucs qui peuvent être très chouettes pour tout le monde pour ouvrir un petit peu. Vous en avez sûrement entendu parler, mais il y a Jouissance Club. Voilà. Donc, facile d'accès, aussi bien pour les hommes, les femmes, les personnes, enfin, tous les gens qui ont envie de s'intéresser. Il y a des petits points anatomiques hyper importants pour apprendre à se connaître. Pareil, on n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de se reconnaître dans tout, mais je trouve que c'est assez chouette et assez instructif et très clairement expliqué. Et les points anatomiques, c'est important pour comprendre justement comment ça marche tout ça. Dans le même genre, il y a les joies d'en bas que je trouve très bien aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu connais, Anne? Eh ben non, je connais pas celui-là. Alors, tu vois, là, je prends note. Ouais. Des joies d'en bas. Donc là, c'est vraiment tout sur le sexe féminin. Moi, je suis restée assez centrée Ouais. sur ces parties-là. Mais c'est deux nanas norvégiennes ou suédoises, je ne sais plus, étudiantes en médecine qui ont écrit. Donc on est sur un truc beaucoup plus technique. C'est moins plaisir, mais c'est voilà, comprendre euh, les, euh, les organes, comment ça marche, les cycles, comment ça fonctionne, les fluides, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est sécrété, pourquoi, comment, les règles, les poils. Enfin voilà, c'est aussi pouvoir un peu aborder tout ça et c'est très didactique. Enfin, je trouvais ça très intéressant. Ouais, Voilà eh ce ben, que je écoute, peux vous. c'est une belle sélection et c'est vrai que si tu penses à d'autres choses, on les Oui, repartagera dans la newsletter. Voilà, on a une newsletter qui sort jeudi, donc on pourra aussi vous mettre quelques autres recommandations. ouais, parce que j'ai des petits trucs à vous partager sur le couple notamment. Enfin, je vous donnerai ça, comme ça vous l'aurez dans la newsletter. Eh ben, super, génial. Alors, on va passer aux questions. Je ne vois pas de questions dans le chat, alors profitez-en. Allez-y, tapez vos questions. Moi, on m'avait envoyé donc quelques questions par message avant cette conférence. Du coup, la première, qui est très très technique et très très ciblée et qui est très médicale aussi, donc on va avoir ton avis dessus. Mais
C'était une question qui parlait d'une hernie inguinale non soignée et est-ce que ça pouvait provoquer des troubles de l'érection, pardon. Donc c'est vraiment une hernie en fait qui se trouve au niveau de l'aine et qui pourrait donc selon cette personne, c'est une femme qui pose la question, donc j'imagine que c'est pour accompagner peut-être un partenaire ou voilà, enfin, quelqu'un de l'autre sexe. Et donc elle dit que ça peut appuyer peut-être sur un testicule, mais c'est une question très technique et très... Ouais. Ben oui, ben du coup, là, ça nous permet de faire un petit rappel avec ce qu'on disait au tout début sur la différence justement des professionnels et de pouvoir s'adresser au bon interlocuteur. Là, effectivement, pour moi, clairement, ça dépasse mes compétences de sexologue, pas médecin. Donc, je conseille à ces personnes d'aller soit consulter un urologue, soit consulter un médecin sexologue pour pouvoir déjà faire un examen diagnostic physique et éventuellement pousser l'exploration. En tout cas, a priori, de mon point de vue, ça n'entraînerait, j'ai un peu regardé, ça n'entraînerait pas de dysfonction érectile. Mais ça peut être intéressant d'aller quand même, de toute manière, creuser la question d'un point de vue physique, c'est évident. Ce qui peut peut-être entraîner quelque chose qui parasite l'érection, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que si par exemple c'est quelque chose de très douloureux pour la personne, si c'est une douleur qui engendre du stress, bref, si c'est quelque chose qui vient parasiter le quotidien d'une manière ou d'une autre, c'est pas tant que ça appuierait sur un testicule qui ferait que, mais c'est plutôt que ça met dans une situation d'inconfort en permanence qui peut affecter le désir et l'excitation et du coup aussi le plaisir et du coup aussi la capacité érectile. Donc ça peut être aussi ça. Quoi qu'il en soit, si c'est inconfortable, allez consulter, faites-vous, voilà, posez un diagnostic et puis si ça se traite, ça se traitera très bien. Mais dans ce que j'ai vu, en tout cas, il n'y a pas de lien direct entre ce qui est décrit et une dysfonction érectile. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette réponse qui est très claire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, si cette personne aussi voit donc un sexologue qui n'est pas médecin, je pense que on peut, enfin, j'imagine que toi aussi tu travailles avec que ce soit donc des urologues, des gynécologues, et vous avez Oui, plein bien de sûr. recommandations. Voilà, donc peut-être si cette personne veut une recommandation, je pense qu'ils peuvent aussi peut-être te contacter en message, en direct message sur Instagram. Ouais, Peut-être que tu peux donner... allez-y sur Insta, n'hésitez pas, je répondrai. Effectivement, c'est important de travailler avec un carnet d'adresses pour être justement le bon interlocuteur pour la bonne personne. Parfois, enfin, moi, je bosse beaucoup avec des kinés périnéales, avec des sages-femmes, avec des gynécos, avec des psys spécialisés dans le trauma. Enfin, voilà, extrêmement varié, mais très important de pouvoir avoir parfois une approche multiple, un petit peu, qui va aider du coup la personne à trouver le bon créneau et le bon chemin. Ouais. Super. Et ben écoute, après j'ai donc deux autres questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. La première, c'était quelle est la fréquence normale pour avoir des rapports sexuels dans un couple? Alors, la réponse, vous la connaissez, je pense que vous avez compris. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de fréquence normale. Encore une fois, là, ce qu'il faut venir interroger, c'est est-ce que je suis épanouie dans ce que je vis et est-ce que mon ou ma partenaire l'est aussi ou pas? Donc, il y a deux questions dans cette question, vous entendez bien. Si tout le monde est OK pour dire, en fait, une fois tous les 6 mois, ça nous suffit parce que la complicité du couple, il se passe plein d'autres choses, on fait des choses ensemble, on a des projets, on s'amuse, on rigole, on est complice, on partage. Mais la sexualité, c'est pas nécessairement notre truc et ça ne manque à personne et ça n'empêche pas qu'il y ait des moments de tendresse, de sensualité, etc. Ben, fair enough, ça suffit, quoi. Il n'y a pas de norme sur le nombre de fois qu'il faut absolument cocher. Ce qui est important, c'est comment vous vous retrouvez là-dedans. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça vous fait souffrir? Et ensuite, tous les sexologues vous le diront. Nous, c'est un truc qu'on a un petit peu identifié comme étant pas une petite blague, mais en fait, il y a une norme socialement admise, donc je vais vous la dévoiler. Quand il y a des couples qui ne veulent pas, ou des personnes qui ne veulent pas parler de leur sexualité et qui veulent paraître normales, justement, ils vont vous raconter qu'ils font l'amour 2 fois par semaine, donc qu'ils ont des rapports sexuels 2 fois par semaine. Et ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est un truc qui se trimballe depuis des années et des années et qu'on a tous entendu plein de fois. Quand les gens ne veulent pas creuser la question, voilà, la norme c'est de dire bah, nous c'est 2 fois par semaine donc tout va bien. Et le jeudi. Voilà.
Cela Et dit, non, vraiment la fréquence, je vous en conjure, ne vous mettez pas la pression avec ça. Parlez-en avec le ou la partenaire. Si ça vous fait souffrir, ben oui, il faut peut-être créer d'autres espaces pour qu'il puisse y avoir d'autres échanges. Mais vraiment, la quantité, on s'en fout, hein. Ce qui importe, c'est comment vous êtes bien avec ça et comment vous pouvez l'alimenter, le nourrir et l'épanouir. oui, totalement. Et je voulais juste rebondir sur un petit point parce que pour les personnes qui peuvent être en couple et qui n'ont plus le temps de prendre un petit moment d'intimité, bah parfois en fait, il n'y a rien de mal non plus à se mettre un petit créneau dans l'agenda. Voilà, quand tu parlais des enfants, voilà, qui sont là tout le temps, bah, quand les enfants font la sieste ou voilà, il y a plein en fait, voilà, se réapproprier aussi du temps. Et si on a besoin de mettre un créneau dans son agenda, bah, c'est pas grave, on met un créneau dans son agenda en fait pour se retrouver ensemble et voilà et passer des moments d'intimité. C'est bien, c'est important aussi. Donc voilà, il n'y a pas de pour dire qu'il n'y a pas de normes sur voilà, on n'a pas besoin de se sauter dessus tout le temps ou pas. On peut planifier aussi, c'est ok. Ouais. Donc, quand on parlait de créer de la place, c'est aussi de ça dont on parle, Exactement. effectivement. Si on a besoin de s'organiser parce que sinon le quotidien il mange tout, ben ouais, on se donne des rencarts et c'est très cool aussi de pouvoir se Oui, filer un petit rencard. les dates, Ouais. complètement. Mm. Et la dernière question, donc c'était mon partenaire refuse d'ouvrir notre couple et ça me frustre énormément. Comment faire? Alors, ça va être dur d'être synthétique sur cette question, mais l'ouverture du couple, c'est effectivement une question qui peut revenir assez fréquemment. Ben là, ça nécessite, je crois, de parler de qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le couple déjà pour la personne qui le propose et du coup pour la personne qui entend la proposition. Je voudrais rappeler à l'Assemblée que, et c'est pour ça que la notion de débrief, de définition des termes et tout ça, c'est hyper important parce que, alors déjà, on n'est pas télépathe, donc on ne peut pas deviner ce que l'autre pense, même si on se connaît très bien, que ça fait très longtemps qu'on est ensemble, voilà, on n'est pas devin, on n'est pas télépathe. Et même quand on dispute, on ne parle pas toujours la même langue. Donc vraiment, couple ouvert, vous voyez, pour moi et peut-être pour toi, Anne, ça ne veut pas dire la même chose. C'est pas forcément les mêmes règles, c'est pas forcément le même cadre. Donc déjà, ça nécessite peut-être d'en parler avant d'être dans le truc binaire un peu oui-non. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi tu as besoin? Pourquoi tu penses que le couple ouvert pourrait convenir? Sur quel format? Est-ce que c'est un couple ouvert? Il peut y avoir un couple ouvert où on est avec d'autres partenaires, mais toujours en couple. Est-ce que c'est un couple ouvert où c'est un peu chacun de son côté? Est-ce que c'est de l'échangisme, du côte-à-côtisme, du libertinage varié, euh, du mélangisme, du candolisme? Enfin, il peut y avoir plein de formes. Est-ce qu'il y a des règles qui sont posées? Est-ce qu'on parle de polyamour? Est-ce qu'on parle de trouble? Enfin bref, c'est très 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 large tout ça. Donc il s'agit justement de pouvoir se donner un petit peu plus d'éléments sur euh, qu'est-ce que tu recherches là-dedans. Donc qu'est-ce qui te manque peut-être aussi dans notre couple aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements qu'on peut peut-être faire à deux et trouver des espèces de compromis qui soient satisfaisants pour tout le monde plutôt que de rester un petit peu campé chacun de son côté et du coup d'arriver à un moment de tension et de frustration, comme il est exprimé dans la question, qui soit peut-être trop fort et qui empêche beaucoup de choses. Donc voilà, comment est-ce qu'on régule, comment est-ce qu'on avance peut-être ensemble. Et ça aussi, l'idée, c'est pas de convaincre l'autre à tout prix, mais on peut peut-être s'éduquer et grandir un peu ensemble en construisant peut-être une nouvelle couple, peut-être une nouvelle manière de voir l'ouverture du couple, peut-être une nouvelle manière de vivre son couple sans forcément l'ouvrir. Enfin, voilà, je pense que c'est pas du tout binaire, mais ça nécessite probablement beaucoup de discussions. Ça nécessite de poser des règles, ça nécessite de pouvoir s'expliquer ce qui manque, de pouvoir se rassurer, de pouvoir poser des limites aussi sur les questions d'ouverture de couple. Moi, je crois fort que tout est possible à partir du moment où les choses sont claires, et les choses elles sont claires quand il y a un cadre, donc des limites. Eh ben, écoute, c'est un très beau mot de la fin. Les choses sont claires quand il y a un cadre et des limites. Et c'est vrai que je pense que c'est très important. Et donc, on finit cette masterclass sur la communication. Merci beaucoup à toutes et à tous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à venir nous les poser en DM sur Instagram, que ce soit à Claire ou à nous sur Gapian. Voilà. Et puis de nous dire aussi ce que vous avez pensé de cette masterclass.
La masterclass sera disponible en replay sur le site de Gapian. On va essayer de faire ça demain. Donc voilà, sinon on va vous envoyer le lien dans la newsletter. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas de la partager autour de vous aussi. Et un grand merci Claire pour toutes tes explications. Je pense que tu as donné plein de pistes de réflexion et c'était vraiment un échange passionnant. Donc Merci. Merci à vous pour l'invitation, bravo pour ce que vous faites. Et effectivement, c'est passé très vite et du coup, moi, je me dis, ah, on n'a pas parlé de plein de trucs et il y a plein ouais, d'autres c'est sujets. ça, c'est hyper frustrant, mais c'est vrai que ça passe Et vite. c'est super d'avoir des espèces d'échanges comme ça, en fait. Voilà, l'échange, c'est important. Donc, merci beaucoup. Complètement. Et ben, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt, à très vite. Merci encore. Au revoir. Au revoir.